Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Sir Peter Ricketts, l'ambassadeur du Royaume-Uni en France. Messieurs, c'est à vous. Oui, l'interview aura lieu en français pour que Canteloup nous comprenne. Bienvenue, Sir Peter Ricketts, bonjour. Toujours un plaisir, monsieur Elkabbach. Tous les diplomates occidentaux sont sur les dents aujourd'hui. Ils découvrent un Vladimir Poutine, maître de lui, on l'a vu hier, et maître d'une Russie qui vient d'absorber la Crimée. Est-ce que vous pensez, vous, à Londres, qu'il a l'ambition de dépecer l'Ukraine ? Nous sommes certains que nous sommes confrontés maintenant par la crise la plus grave en Europe depuis la guerre froide. Je ne sais pas ses intentions, mais on voit ce qu'il a fait dans 2 semaines. Il s'est emparé d'une région, d'un voisin en toute illégalité. Vous avez dit que le référendum était illégal, honteux, etc. Mais jamais la popularité de Poutine n'a été aussi élevée auprès de son peuple et en Crimée. Il peut aller plus loin, mais il a dit hier qu'il ne voulait pas aller plus loin. Est-ce que vous le croyez ? Mais c'est tant mieux, parce que c'était illégal. C'est quelque chose d'inouï en Europe depuis la Deuxième Guerre, qu'un pays s'empare d'une région d'un autre pays sans l'accord, sans tenant compte de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ce pays. J'espère qu'il n'ira pas plus loin. Et il ne rendra pas la Crimée, évidemment, mais les Occidentaux ne peuvent pas la lui arracher. Donc, à moyen terme, il a gagné. Il a gagné. À court terme, il a gagné la Crimée. Mais à long terme, je pense qu'il a durablement endommagé la réputation de la Russie, pas seulement en Europe, mais plus largement dans le monde. Vous avez vu le Conseil de sécurité de l'ONU, 13 membres du Conseil étaient prêts à voter pour déclarer l'inégalité de ce qu'il a fait. Et les Chinois sont abstenus parce qu'ils pensent sans doute au Tibet. Le Premier ministre d'Ukraine estime, qui est à Kiev, estime qu'en raison de la Crimée, le conflit place de la phase politique à une phase militaire. Et il a autorisé hier ses soldats en Crimée et en Ukraine de l'Est à riposter par les armes à ce qu'il appelle les provocations russes ou pro-russes. Est-ce qu'il ne faut pas retenir son bras, ce monsieur ? Vous avez peut-être vu qu'il y aura un soldat ukrainien tué par balle hier en Crimée. Alors ça montre l'état de tension là en Crimée. Personne ne souhaite que ça déborde dans les attaques militaires avec les morts. Absolument pas. Alors demain, Sir Peter Ricketts, un sommet européen qui était prévu se réunit à Bruxelles. Le président français Hollande a réclamé une réponse européenne forte et coordonnée. Est-ce que l'Europe, qui a l'air divisée, est capable de réaliser ce qui reste encore un rêve ou une ambition Mais nous sommes absolument clairs aussi qu'il faut des mesures fortes supplémentaires. En Europe, vendredi, et le Premier ministre Cameron était absolument clair, il faut faire des mesures économiques, financières, énergie, commerce. C'est-à-dire que le gouvernement de Londres réclame des sanctions d'un niveau plus élevé. Absolument. Et dès demain, et puis lundi, Barack Obama organise à La Haye un G7. Celui-là, il était imprévu, c'est pas le G8, donc il n'y aura pas Vladimir Poutine. Personne n'accepte que les États-Unis gèrent la crise avec l'OTAN. Personne sauf Londres. Pourquoi vous êtes si proche, là encore, des Américains, alors que vous pourriez vous rapprocher de l'Europe et avoir des actions communes avec les Européens ? Je ne comprends pas ce critique-là. Lundi, c'était le Conseil au niveau ministère Affaires étrangères. On était largement impliqués dans le débat. Jeudi, vendredi, ce serait le Conseil européen au niveau de chef. Le Premier ministre Cameron serait très en avant pour pousser pour les sanctions supplémentaires. Nous sommes pleinement dans l'activité de l'Union européenne, y compris aussi, au-delà de ça, le G7 avec M. Obama, bien sûr. Mais quel type de sanctions ? Mais toute la gamme est à la table pour être discutée. J'ai déjà dit économique, financière, non mais quoi, par exemple, énergie. Des exemples. Je ne peux pas vous donner les détails, ça va être pour discuter entre les chefs à la table de l'Europe, mais il faut avoir un impact. Et David Cameron est clair là-dessus. Mais jusqu'où ces représailles, Sir Peter Ricketts, doivent-elles aller pour ne pas être considérées à Moscou comme des provocations à l'égard de Poutine ? Mais je ne dirais pas représailles. Parce qu'il sait réagir, lui, il l'a montré. Absolument, mais nous ne pouvons pas laisser en impunité ce qui s'est passé en Crimée. J'ai déjà dit, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre qu'on voit en Europe un pays s'emparer d'une région d'un autre pays. Alors il doit avoir des conséquences et des coûts pour la Russie, et on va discuter de ça au Conseil européen. Des Russes qui ont fait leur fortune, et pas toujours de la manière la plus honnête, vous voyez, je ne dis pas la corruption, sont à Londres et ils sont influents avec leurs milliards auprès de la City.
Est-ce que votre gouvernement entend sanctionner aussi les oligarques russes milliardaires? Je préfère laisser à mon Premier ministre annoncer les mesures qu'on va prendre, mais absolument, il y a énormément de fortune et d'argent russe à Londres, et ça c'est pertinent. Et vous souhaiteriez que ça se fasse, même si c'est votre gouvernement qui l'annonce? Par exemple, l'Autriche vient d'arrêter l'oligarque Dimitri Firtak, qui pèse 500 millions de dollars, qui était sous le coup d'une enquête du FBI pour corruption. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là? Arrêter certains qui sont malhonnêtes? Mais, je laisse au Premier ministre le soin d'annoncer des mesures, mais ce que vous êtes en train de dire montre que la Russie fait partie, est impliquée dans le système économique financier mondial. Alors, ce qu'ils ont fait, ils s'isolent avec les actes en Crimée, mais il y aura des implications, y compris pour les intérêts russes économiques dans le monde. Et à Londres aussi, à la City? À Londres c'est aussi. C'est ce que vous nous dites là ce matin. À Londres aussi, mais c'est mon Premier ministre qui l'a déjà dit. Très bien, vous ne l'avez pas exclu. Votre Premier ministre, David Cameron, a décidé de suspendre toute coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie importera des armes d'ailleurs et peut-être qu'elle fera un développement de son industrie d'armement toute seule. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là encore? Et qu'est-ce que vous vendez à la Russie sur le plan de l'armement? Nous avons déjà dit hier qu'on va suspendre les exportations d'armement vers la Russie. Je ne pense pas qu'on a grand-chose actuellement, mais pour nous, c'est difficile d'imaginer qu'on peut exporter les armements dans la situation actuelle. Et ça va être discuté sans doute comme une des mesures possibles au niveau européen. Londres paraît, si vous permettez que je vous le dise, Sir Peter Ricketts, en flèche pour que la France renonce à produire et à livrer les 2 porte-hélicoptères Mistral que la Russie a déjà achetés et déjà financés. À Saint-Nazaire et auprès du gouvernement héros, le sort des Mistral a provoqué de l'inquiétude parce que c'est du chômage, c'est des indemnités très élevées pour dédommager la Russie. Pourquoi vous poussez? Il y a un plaisir à nous mettre en difficulté? Je n'ai pas dit qu'on pousse la France là-dessus. J'ai entendu M. Fabius hier disant que c'est une question à être traitée au niveau européen. On est d'accord avec ça. Mais nationalement, on s'est dit, dans ces circonstances, on va suspendre les exportations de notre part. Pendant un temps, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, devait rencontrer M. Poutine aujourd'hui ou demain. Il a annulé sa visite à Moscou. Est-ce que vous croyez que M. Poutine va avoir beaucoup de chagrin de ne pas le voir? Je pense que ça montre que pour tous les pays et pour l'Europe, c'est difficile à continuer les choses normales comme si rien ne s'est passé en Crimée. Il y a des choses qui se sont passées. Mais est-ce que c'est avec la rupture du dialogue avec la Russie qu'on rend possible une éventuelle désescalade? Mais je vais vous poser la question que je me suis permis de poser hier à Laurent Fabius. Le 6 juin, les dirigeants du monde seront rassemblés à Paris et en Normandie pour célébrer les 70 ans du débarquement. Si Poutine vient, est-ce que la reine Elisabeth et le Premier ministre Cameron viennent aussi aux cérémonies ou est-ce qu'ils y renoncent? Je ne suis pas sûr qu'on a traité ça officiellement à Londres. À mon avis, c'est mieux de garder séparées les questions de commémoration des vétérans d'il y a 70 ans et la politique actuelle. Donc la France maintient son invitation. Vous pensez qu'elle a raison ou tort? Qu'elle a raison? À mon avis, il ne faut pas mélanger les deux choses. Et le 6 juin, c'est ma dernière remarque, le 6 juin, c'est quand même dans 100 jours. On peut imaginer que dans 100 jours, on aura trouvé une solution politique ou alors on sera en train de se taper dessus. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach, merci Sir Peter Ricketts d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée.